développer une première d'apps qui va proposer un quiz aux utilisateurs. Donc l'idée c'est de avoir une application qui va proposer une question et les utilisateurs vont fournir des réponses. Bien sûr, tout ça, ça sera géré via un smart contract qui va bien sûr collecter les réponses. Et on va aussi fournir une interface web très simple en utilisant du HTML avec du JavaScript, bien sûr, qui utilise la librairie Web3.js, qui est la librairie offerte par l'une des librairies offertes par Ethereum pour se connecter, bien sûr, au réseau Ethereum. Et donc, et ce, bien sûr, pour offrir un formulaire qui sera rempli par l'utilisateur via son navigateur pour offrir la réponse adéquate. Donc, l'idée, c'est que aussi, on va utiliser MetaMask comme un lien entre l'application et la blockchain parce que on ne veut pas installer un nœud, on ne veut pas synchroniser la blockchain. Donc, l'idéal, c'est d'utiliser un outil intermédiaire qui va assurer la connexion entre l'application et la blockchain et bien sûr exécuter les appels et les fonctions dont on aura besoin. Donc, l'application, je l'ai déjà développée. Vous pouvez la trouver sur ce lien-là, donc sur GitHub. Donc, on va la cloner localement. Il suffit de copier bien sûr le lien du repository. Et donc, on peut par exemple ici rapidement, bien sûr, vous devez installer Git. C'est l'outil qui permet de cloner les repositories à partir de GitHub. Donc, c'est simple à installer soit sur Windows, soit sur Linux. Donc ici, par exemple, je vais lancer l'outil Git pour faire un clonage. Donc, je vais faire git clone et bien sûr, je vais coller le lien, la destination, bien sûr, le lien du repository pour, bien sûr, cloner l'ensemble des projets localement. Donc, on va attendre que ça se télécharge. Là, voilà. OK, voici. Donc, c'est super. Donc, on a localement l'ensemble des fichiers. Donc, c'est une application très simple. Exam.sol, ça, c'est le smart contract. C'est le code du smart contract qu'on va utiliser. Index.html, c'est l'interface qui sera bien sûr visitée par les utilisateurs et qui contient le formulaire pour soumettre la bonne réponse. Et bien sûr, web3.me.js, ça, c'est un fichier qui représente la librairie Web3.js pour l'utiliser bien sûr localement sans avoir à le télécharger en ligne. Qu'est-ce qu'on va faire? On va rapidement lancer une fenêtre de commande et donc on va se placer bien sûr sur le chemin courant, au dossier sur lequel on doit se déplacer vers le dossier dans lequel on a cloné l'application. Et donc, là, j'ai normalement sur le README file, j'ai mis les instructions qui sont nécessaires. Donc, vous devez avoir déjà Python 3 installé. MetaMask, on l'a vu, donc vous devez l'avoir. Bien sûr, on doit demander des éthers de test à partir de ce site web-là. On l'a vu tout à l'heure. Et donc là, c'est la commande qu'on peut utiliser pour, en quelque sorte, lancer cette application pour voir de quoi il s'agit. Donc, automatiquement, ça va lancer un serveur web qui opère dans ce port-là. Donc, si je fais 10740, je vais tomber sur l'application. Donc, l'application, c'est quoi? C'est euh, un simple quiz. Donc, il me demande, par exemple, quel est le nom du coin qui est utilisé en Ethereum. Donc, soit je vais remplir une réponse. Par exemple, je peux dire c'est Ether. Donc, et je vais cliquer ici. Donc, automatiquement, ça va lancer une commande vers le MetaMask. Donc, je dois me connecter à MetaMask. Et la transaction, normalement, je dois... Ok, donc ici, je vais refaire l'opération.
La voici. Donc, j'ai ici la transaction qui va bien sûr changer. On verra par la suite le code du smart contract. Mais l'idée, c'est que j'ai un formulaire qui va appeler une fonction dans un smart contract, envoyer une transaction qui va changer une variable. Et donc, par exemple, si je confirme, automatiquement, j'ai là l'identifiant de la transaction en cours. Et donc, si par exemple, je vais voir par la suite si on- normalement on doit recevoir une confirmation, un pop-up qui est initié par MetaMask qui nous dit que la transaction a été bien minée. Sinon, on peut par exemple rentrer sur Etherscan, un explorateur de testnet, de l'Opsten testnet d'Ethereum et coller bien sûr cette transaction-là et on aura des détails concernant la transaction qu'on vient d'initier. Donc, si je copie la première partie de ce formulaire permet de répondre à la question et la deuxième permet de vérifier quelle était la réponse qui a été offerte par une adresse donnée. Et donc, par exemple, si je colle ici, une fois je clique, je copie mon adresse. Donc, si je fournis mon adresse, donc je fais check answer. Donc là, il me retourne la réponse que j'ai. Normalement, la confirmation de la transaction tout à l'heure vient d'être annoncée. Et normalement, là, je viens de trouver que ce compte-là, qui est mon compte, bien sûr, a répondu avec la réponse Ether. Donc, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce que cette application fait? Elle associe à chaque compte, bien sûr, on est logué en quelque sorte connecté avec ce compte-là, et donc il va à chaque fois associer cette valeur-là qu'on va fournir comme étant notre réponse à ce compte-là. Donc, si je change par exemple le compte par un autre et je fournis la réponse, donc la réponse sera associée à ce deuxième compte et ainsi de suite. Et même vous, chez vous, si vous lancez l'application, parce qu'on utilise le même smart contract, si par exemple vous collez ce compte-là dans votre bien sûr instance de cette application-là, vous aurez cette réponse Ether. C'est-à-dire c'est une application distribuée. L'information, elle est dans la blockchain, mais pas localement dans mon ordinateur. Bon, ça paraît un peu, bien sûr, flou parce que j'ai quand même testé l'application avant d'expliquer exactement les fonctions qui sont développées. Et donc, pour ça, je vous invite à voir le code Solidity. Donc normalement là, j'ai mis, comme j'ai dit tout à l'heure, le code de notre smart contract. Donc l'idée, c'est d'avoir un smart contract qui s'appelle Quiz, qui propose une question, la voici, c'est une variable publique que j'ai nommée question, et donc j'ai mis dedans la question que je veux poser. Bien sûr, on aura besoin de collecter l'ensemble des réponses qui ont été offertes par les utilisateurs. Donc, la meilleure façon, c'est vraiment d'utiliser un mapping, une map qui mappe les différentes adresses, parce que chaque utilisateur, quand même, il est représenté par une adresse. Il a un compte et par conséquent, il a une adresse. À chaque adresse, on va associer la réponse qu'il a soumis. Et donc, on aura ici un mapping ou une map qui s'appelle answers, réponse, et donc qui va associer les adresses aux réponses qui ont été fournies. Et donc, après avoir défini cette variable globale, c'est en quelque sorte une table ou une base de données dans laquelle on va stocker toutes les réponses qui ont été fournies par les utilisateurs. Donc, on aura besoin de deux fonctions. La première fonction, c'est pour répondre, bien sûr, la question. Ça veut dire pour mettre à jour cette map. À chaque fois qu'un utilisateur fournit une réponse, donc on aura besoin d'une fonction qui va mettre à jour ce mapping-là, en correspondance bien sûr avec la réponse qui a été fournie. Et la deuxième fonction, c'est une fonction de lecture simple qui lit juste la valeur à partir de ce mapping-là, la valeur qui a été par exemple fournie par une adresse donnée. Donc, on va commencer avec la première fonction, c'est to answer. Donc, cette fonction-là accepte comme argument un seul paramètre qui, qui est une string, c'est-à-dire une chaîne. Euh,
une phrase en quelque sorte. Ce paramètre-là, bien sûr, sera sauvegardé dans le mapping. Donc, on va prendre, on a vu tout à l'heure, donc on peut reconnaître l'adresse de l'expéditeur. Donc, on va associer dans ce mapping-là la réponse qui a été fournie à son adresse. Et bien sûr, l'adresse de l'expéditeur, on peut la connaître en utilisant message.sender. Et donc, ça, c'est pour bien sûr stocker l'information qui a été offerte. Et on peut aussi faire une comparaison, bien sûr, un contrôle simple, c'est de voir, bien sûr, est-ce que cette fonction s'est bien exécutée ou non. On va retourner à un booléen. L'idée, c'est que on va comparer la réponse qui a été offerte et fournie par l'utilisateur avec la réponse auquel on s'attendait, la bonne réponse, par exemple Ether. Bien sûr, en Solidity, on ne peut pas comparer de string directement, donc on ne peut pas dire par exemple if answer égale chaîne Ether, mais normalement on compare le hash, donc ça c'est typique dans Solidity. Donc si on veut comparer de string, on va utiliser ce bout de code là, ça veut dire de faire un hash de la string et le comparer bien sûr au hash de la deuxième string. Et donc si les deux hashes sont égaux, c'est nécessairement donc les chaînes seront aussi égaux, les chaînes seront aussi égales. Et donc dans le premier cas, ça va retourner true. Donc s'ils sont égaux, donc on aura une valeur correcte, true. Sinon, on aura bien sûr la réponse s'il est fausse, donc on aura comme retour un booléen false. Donc ça, c'est une fonction très simple. Va prendre la réponse qui a été offerte par l'utilisateur, la stocker dans un map, dans une map plutôt, et bien sûr associer la réponse à son adresse, et après faire une simple comparaison juste pour voir est-ce que instantanément retourner l'information, est-ce que la réponse qui a été soumise, c'est une réponse correcte ou non. Bien sûr, la deuxième fonction, c'est getAnswer. Donc, il accepte une adresse. Donc, il va nous lire la réponse qui a été fournie par une adresse donnée, par un compte donné. Donc, si on fournit une adresse donnée, donc il va nous retourner, bien sûr, la réponse qui a été fournie. Donc, ça, c'est un smart contract très basique, très simple. Bien sûr, notre DAP bien sûr, se base sur le réseau testnet. Donc, si vous voulez, par exemple, reproduire, reconstruire plutôt cette DAPS-là, donc vous aurez besoin bien sûr, de compiler, on l'a vu, de compiler le smart contract. Une fois compilé, donc après, on va bien sûr ici indiquer, par exemple, dans le cas de Injected Web, prendre bien sûr MetaMask doit être configuré bien sûr, on doit indiquer le réseau cible. Dans ce cas, c'est le réseau de test Ropsten. Donc, on doit vérifier que c'est bien, qu'on a bien choisi le bon réseau cible. Et donc, on peut déployer. Donc, on doit attendre un petit peu parce que, comme j'ai dit, c'est un réseau public et donc on doit attendre que des validateurs prennent et valident notre transaction. Donc là, on confirme la transaction et on va attendre. Normalement, le mix nous offre un pop-up pour nous indiquer que la transaction a été validée, confirmée. Donc voici par exemple notre transaction. On peut visualiser en temps réel son état de validation. Comme j'ai dit, on est en train d'agir sur une blockchain publique de test. Et donc normalement, ça va nous retourner à la fin une adresse du smart contract. Et cette adresse-là, c'est l'adresse qu'on va utiliser dans notre interface web pour bien sûr communiquer bien sûr avec ce contrat-là. C'est comme si, par exemple, on a un serveur web, donc on va prendre son adresse IP, par exemple, pour communiquer via, par exemple, une interface HTML simple. Donc, la transaction n'est pas encore validée. La voici, elle est confirmée, validée, confirmée. Donc là, on a une instance de ce smart contract. Bien sûr, voici l'adresse. On peut cliquer sur ce petit bouton pour copier l'adresse.
Et donc, entre-temps, on peut aussi jouer avec, bien sûr, avec les fonctions qu'on a déjà offertes, qu'on a déjà définies. Rien n'empêche qu'on peut définir les informations à travers ce formulaire-là qui est offert par Remix. Sinon, on peut bâtir un sur notre, bien sûr, une interface simple HTML ou du Node.js. On peut bâtir une application web qui peut, bien sûr, consommer, appeler ces fonctions-là et, bien sûr, lire aussi ces states-là, ces variables globales. Donc, dans mon code, normalement, c'est, euh, bien sûr, dans mon code, j'ai défini deux inputs, deux appels. Bien sûr, le premier appel insert, il fait appel à cette fonction-là. Et le deuxième, bien sûr, ici, check answer, donc il fait appel à cette deuxième fonction-là. Donc, si je clique, par exemple, ici, normalement, je vais lancer une instruction à Remix, plutôt à MetaMask, lui demandant de, bien sûr, appeler cette fonction-là, bien sûr, et je lui donne, bien sûr, l'adresse du contrat cible. Et il va construire une transaction qui va envoyer vers le réseau Ethereum. Donc là, on va voir comment on construit une interface web qui va bien sûr communiquer avec la blockchain, et qui va utiliser Web3.js. Donc Web3.js, normalement, c'est une librairie qui nous offre les fonctions qui vont nous aider, bien sûr, à communiquer avec la blockchain via le protocole HTTP. Et donc, c'est l'ensemble des instructions dont on aura besoin, bien sûr, pour communiquer via du JavaScript pour communiquer avec la blockchain. Donc, normalement, c'est du code typique. Donc là, je vais vous, bien sûr, faire un overview, une présentation globale du code pour vous montrer comment peut-on, bien sûr, rédiger ou plutôt coder une interface simple en HTML pour communiquer avec la blockchain. Donc, normalement, il y a beaucoup d'instructions qui ne sont pas liées euh, à la blockchain, mais plutôt liées juste à une interface web. Donc, l'important ici dans ce code, bien sûr, ça c'est un fichier HTML, donc ça va contenir des balises HTML. Donc, je ne sais pas si vous avez une connaissance en HTML, c'est un langage très, très, très basique et simple. Donc là, ce qui est important, c'est qu'on doit indiquer, bien sûr, la librairie Web3.js. Donc, comme j'ai dit, on a déjà téléchargé, bien sûr, la librairie. Elle est disponible ici, la voici. Et donc, ça, c'est l'étape numéro un, l'étape la plus importante. Deuxième étape, c'est qu'on va définir un deuxième script dans lequel on va configurer la liaison entre la page web qu'on est en train de développer et bien sûr la liaison avec MetaMask. Donc ici, ce code-là, ce bout de code-là, ce event listener qui va s'exécuter une fois on charge bien sûr l'application, on charge la page web. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va vérifier est-ce qu'on a un Web3, ce qu'on appelle un Web3 provider. Dans ce cas, ce sera MetaMask. Et donc on va instancier un objet Web3. Donc c'est un objet bien sûr qui va en quelque sorte nous donner la possibilité de bien sûr faire appel à toutes les fonctions du Web3.js. Donc ça, c'est un bout de code typique qu'on met pour initialiser le code et pour permettre que l'application se connecte à n'importe quel provider et principalement à MetaMask. Si on fait une comparaison, soit on a une injection, ce qu'on appelle une injection du Web3 vers notre application et par conséquent, ça sera considéré comme étant MetaMask. Sinon, on peut définir par exemple un fournisseur d'accès, bien sûr pour la blockchain, soit un fournisseur en ligne, soit un fournisseur local. Bon, sans bien sûr entrer dans les détails, ça c'est un bout de code qu'on met toujours pour se connecter bien sûr à un Web3 provider pour bien sûr avoir et lancer des commandes vers la blockchain. Deuxième partie qui est très importante, c'est que on doit définir l'adresse du contrat. Donc là, je l'ai mis codifié. Normalement, on peut
définir dans le formulaire l'adresse pour avoir un code dynamique, mais bon. Donc là, j'ai défini l'adresse. On aura besoin dans un instant une variable avec l'adresse. Et on va définir une variable qui est très importante, c'est l'ABI. C'est en quelque sorte, cette ABI-là, c'est une variable qui est fournie par Remix. Par exemple, si on rentre ici dans la partie compilation, on a ici ce bouton-là ABI. Si on clique dessus, donc ça va nous copier toutes les ABI de ce smart contract. Alors, l'ABI, c'est quoi? C'est en quelque sorte une représentation au niveau du smart contract. Donc, il va contenir l'ensemble des variables, leur nom, leur type, et bien sûr aussi les fonctions, leur nom et leur type. Donc, en quelque sorte, c'est un outil qui va aider à coder les appels vers la blockchain. Parce que normalement, comme on l'a vu l'autre jour, les smart contracts sont stockés sous format de bytecode qui est codé, non pas sous format texte clair. Et donc, pour permettre que la machine virtuelle comprend de quelle fonction s'agit-il, donc on utilise cet ABI-là pour permettre un encodage qui sera bien sûr compris par la machine virtuelle. Bon, pour ne pas bien sûr diverger beaucoup dans ces détails-là, cette ABI-là, c'est une variable nécessaire et donc on peut la voir, comme j'ai dit, c'est pas une variable, c'est pas une valeur que nous, les développeurs, nous allons construire, mais c'est plutôt une variable qui est fournie dans ce cas par Remix. Donc, on copie-colle l'information qu'on vient d'avoir. Déjà, comme j'ai dit, c'est un ensemble d'informations liées à la structure du smart contract, le nom de la fonction, son type, c'est input, output, etc. Et donc, là, on va instancier un contrat. Donc, comme j'ai dit, on a un objet Web3. Donc, on instancie un objet Web3 et on va par la suite accéder à toutes les sous-librairies. Excuse-moi. Donc, on va instancier un contrat. Pour instancier le contrat, bien sûr, ça, c'est le formalisme ou plutôt la syntaxe de Web3.js. C'est pas nous qui l'a défini, mais c'est plutôt les développeurs de Web3. Donc, pour créer un contrat, une instance du contrat en JavaScript, on doit utiliser bien sûr ce codage-là, cette fonction-là, qui demande deux arguments, l'ABI qu'on vient bien sûr de définir et l'adresse qu'on a définie tout à l'heure. Donc une fois on a cette variable-là, donc on peut appeler ces fonctions ou lire ces variables. Donc par exemple ici, on va définir une fonction simple qui est une fonction JavaScript. Qu'est-ce qu'il va faire cette fonction-là? Il va lire la question qui a été proposée par ce contrat. Rappelez-vous bien, ici on a question. Bien sûr, on a une question publique, donc on n'a pas besoin de mettre en place une fonction qui va lire cette variable, mais automatiquement Solidity, en quelque sorte, il va nous créer un getter qui va nous rendre avec le même nom de la variable qui va nous rendre la valeur. Et par conséquent, ici, on peut mettre contract méthode et choisir le nom de la variable avec un call. Là, on utilise un call parce que c'est juste une opération de lecture, c'est pas une opération de changement de state du smart contract. Et donc, cette simple fonction-là, avec une fonction, ce qu'on appelle un callback, donc une fonction qui va s'exécuter une fois le résultat est retourné. Je ne sais pas si vous avez un background en JavaScript. Je vous invite à avoir, bien sûr, ajouté un coup d'œil rapide sur les bases de JavaScript parce que actuellement c'est un langage en plein boom, surtout tout ce qui est JavaScript, Node.js, Vue.js, etc., etc. Et donc ça c'est un code très simple qui va lire cette variable-là, question, à partir du contrat qu'on a défini. Bien sûr, on a vu que on a indiqué déjà l'adresse du contrat. Donc ça, c'est un objet qui représente notre smart contract. Et donc là, on va faire de la même façon. Bien sûr, ça, c'est juste des fonctions pour l'affichage. Donc ici, on va appeler cette fonction-là juste pour afficher le résultat qui a été retourné. Donc ça, c'est juste une fonction JavaScript locale pour afficher le résultat.
Donc ici, on a une fonction getAnswer qui, comme la précédente, va appeler la fonction getAnswer avec un call. Et bien sûr, ici, on a défini la variable parce que dans ce cas-là, notre fonction getAnswer, elle demande bien sûr une variable de type adresse. Donc ça, c'est une variable qu'on va lire à partir du formulaire. Si vous vous rappelez bien, on a un champ adresse et on a un bouton check answer. Donc ce bouton check answer va appeler en quelque sorte une fonction qui s'appelle check response. Et cette fonction-là va à son tour appeler cette fonction getAnswer qui, bien sûr, exécutera, lancera une transaction ou plutôt un appel vers le smart contract pour exécuter cette fonction-là et nous retourner le résultat. Et si vous remarquez bien ici, encore une fois, on va faire un appel, un call. Pourquoi? Parce que cette fonction-là, c'est une fonction view, c'est-à-dire c'est une fonction qui ne change pas les states, c'est juste une opération de lecture. Et donc aussi, on ne va pas payer ni des frais ni rien, c'est juste un appel vers la blockchain et donc ça peut être fait gratuitement. Et donc, ça va de la même façon, on va lire le résultat qui est retourné. Normalement, ce console log-là, c'est un outil qui nous permet d'afficher sur le browser le résultat qui a été retourné. Donc, c'est juste ici, c'est normalement ici, si on rentre, donc on peut faire inspecter. Normalement, on part vers console. Donc là, toutes les appels à ce console.log, normalement, ils sont bien sûr affichés ici. Donc, c'est un outil en quelque sorte qui va nous aider bien sûr à inspecter le code, à voir ce qui se passe d'une façon très simple et de voir si le résultat a été retourné ou non. Donc, on a la deuxième, bien sûr, ça, cette fonction-là, getAnswer, vous l'avez deviné, c'est une fonction bien sûr pour appeler la fonction qui porte le même nom qui figure dans notre smart contract. Bien sûr, notre fonction JavaScript, on peut choisir n'importe quel autre nom. On peut définir n'importe quel nom. Mais cette fonction-là, bien sûr, cette méthode du contrat, on ne peut appeler que, on peut n'utiliser que le même nom qui figure dans le smart contract. Donc, voici une autre fonction, bien sûr, JavaScript, juste pour afficher le résultat sur du HTML. Et donc, dans ce cas, par exemple, on va appeler cette fonction précédente getAnswer et afficher le résultat qui a été retourné. Donc, c'est très simple. Là, c'est une fonction JavaScript qui se base bien sûr sur le Web3.js, mais qui va plutôt faire appel à la fonction toAnswer, mais en utilisant send, parce que là, on va initier une transaction vers le smart contract pour changer ce state-là, ce map-là. Donc, on doit changer la valeur. Donc, on doit envoyer une transaction, non pas faire un appel de lecture, parce que le point call, normalement, c'est un appel de lecture. Donc, on lit juste une information. Mais si on veut changer une information dans le state de notre smart contract, on initie une opération de send. Donc là, on a cette fonction send. Et bien sûr, dans cette fonction send, on peut indiquer le compte qui a initié la transaction. Normalement, dans un seul wallet, bien sûr, MetaMask c'est un wallet, donc il peut y avoir plusieurs comptes. Et donc, nous, en utilisant cet appel-là, web3.eth.getAccount, donc on peut retourner l'ensemble des comptes qui existent. Et bien sûr, on va utiliser le premier compte. Par défaut, c'est bien sûr, à chaque wallet, nécessairement, on a un premier compte. Et donc, on va utiliser bien sûr le premier compte. Si on a plusieurs, on peut utiliser par exemple on peut incrémenter, choisir le compte spécifique. Et donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va initier une transaction à partir de ce compte-là et faire appel à cette fonction-là qui s'appelle toAnswer, qu'on a bien sûr, on a vu tout à l'heure, existe et figure sur notre smart contract, et fournir l'argument, bien sûr, qui a été rempli ou plutôt
fournie par l'utilisateur à travers notre web form, notre formulaire. Donc, on va prendre la réponse qui a été présentée et bien sûr la présenter comme étant un argument de cette transaction-là, de cet appel-là. Donc, on va appeler et exécuter la fonction toAnswer. On va bien sûr utiliser .send, c'est pour initier une transaction d'exécution. Donc, on va lancer bien sûr, quand j'ai dit on va, c'est plutôt MetaMask qui va faire tout ça. Donc, ce code-là dit à MetaMask de créer une transaction, indiquer que ce compte, c'est le compte, bien sûr, qui a lancé la transaction et exécuter cette fonction-là avec, bien sûr, cet argument-là insert. Bien sûr, ce argument-là, c'est juste, on peut le lire facilement, bien sûr, sur un formulaire. Donc, déjà ici, dans cette dernière partie, on a bien sûr, notre formulaire. Donc, ici, normalement, ça, c'est la question. Ça, c'est les réponses. Ici, on a les inputs dans lesquels on fournit les réponses. Normalement, ça, c'est l'input dans laquelle on fournit la réponse. Et ici, on a normalement l'input dans laquelle on met l'adresse. Donc, ce code-là va lire juste la valeur qui a été fournie dans ces inputs-là et la présenter comme étant un argument bien sûr, de cette fonction cette insert, la voici. Et donc, une fois cette transaction-là, cette fonction-là exécutée, il va nous retourner le résultat, bien sûr, nous dire que, par exemple, l'opération s'est bien exécutée, voici la transaction résultante avec son identifiant. Donc, si on va refaire encore une fois ce qu'on a fait tout à l'heure, par exemple, je vais répondre d'une façon fausse. Donc, la réponse, c'est Bitcoin. Donc, si je presse Insert, donc il va, bien sûr, je vais initier une transaction. Parce que comme j'ai dit ici, on fait appel à cette fonction toInsert qui change les states et par conséquent, on doit nécessairement utiliser send. On doit initier une transaction. Donc, une fois la transaction initiée, donc, je peux, par exemple, normalement, MetaMask prend en charge tous les paramètres liés à la transaction. Donc, si je confirme, normalement, je dois attendre un petit peu et voici l'identifiant de la transaction. C'est cette partie-là. Donc, une fois la fonction retourne la transaction, bien sûr, ici, on affiche cette transaction, l'identifiant de cette transaction. Donc, si je check encore une fois la nouvelle réponse, donc il doit me retourner plutôt Bitcoin, non pas Ether. On attend un petit peu. Donc, l'information n'a pas été encore mise à jour parce que normalement la transaction, oui. Là, on doit avoir Bitcoin parce que la transaction vient d'être confirmée. Et donc, la valeur a été mise à jour. Et voici. Donc, la nouvelle valeur, c'est Bitcoin. Donc, à travers ce simple formulaire, on est en train d'agir sur la blockchain, sur notre smart contract, tout simplement via ce simple plugin qui est MetaMask et en utilisant une simple librairie qui est Web3.js. Donc, on l'a vu, c'est très simple. Donc, on a une partie configuration, bien sûr, pour configurer quel provider on est en train d'utiliser, Web3 provider, et on définit un ensemble de variables de configuration pour initier un smart contract. Donc, on aura besoin du EBI, de l'adresse. Une fois on a cette instance du contrat, donc on peut commencer à appeler les fonctions. Donc, si on a une fonction qui est type view ou pure, où on veut juste lire une variable globale, donc on va faire un appel, un call. Un call ne coûte rien, on n'initie pas une transaction. Et si on a une fonction qui agit sur bien sûr, qui agit sur les states, donc on doit initier plutôt une transaction en utilisant la fonction send et bien sûr en fournissant les arguments qui sont nécessaires par cette fonction-là, à savoir par exemple le compte qui a initié la transaction. Bien sûr, dans la documentation officielle, vous allez trouver d'amples informations concernant ces fonctions-là.
Mon but ici, c'est juste d'introduire un exemple très basique, très simple, qui fait qu'un utilisateur peut agir, bien sûr, communiquer avec la blockchain via juste une simple interface web à la classique. Donc, il n'y a pas une rupture d'usage ou une complexité au niveau de l'application. Donc, grosso modo, ça, c'est l'exemple. Comme j'ai dit, le code est disponible sur GitHub. Normalement, l'application doit être codée en Node.js. Ce sera plus intéressant que avoir juste une application web statique. Avoir une application Node.js. On a déjà le Web3, on peut l'utiliser sur, par exemple, sur Node.js en utilisant NPM. Donc le package, on peut l'installer directement. Mais sinon, si on veut utiliser, comme je viens de le faire, utiliser WebJS dans une application web classique, donc on doit télécharger plutôt la librairie et l'indiquer dans le code. Une fois on indique, comme j'ai dit, donc dans la documentation officielle, on va trouver toutes les étapes. Donc là, on définit le Web3 provider. Là, on définit, déjà ces screenshots sont prises à partir de la documentation officielle. Là, on définit par exemple une instance de contrat. On a des exemples de code, ainsi de suite. Mais généralement, grosso modo, la partie qu'on vient de voir, c'est la base de n'importe quel dApps, à savoir, comme j'ai dit, la configuration du Web3 provider, l'usage déjà de la librairie Web3.js ou autre, parce qu'il y a d'autres librairies qui font la même chose, en quelque sorte une implémentation du protocole Web3. Et donc, une fois on définit bien sûr le Web3.js provider, donc on peut définir aussi le contrat. Une fois on définit le contrat, on peut faire appel à ces fonctions. Et en utilisant juste cette combinaison d'actions, on peut bâtir des dApps qui sont très, très complexes. Et donc, déjà, comme j'ai dit, l'exemple que je viens de présenter, c'est un projet open source, donc c'est disponible sur le repository partagé. Donc, si vous pouvez, par exemple, jouer avec, ajouter des fonctionnalités, même si vous avez des erreurs, donc je peux intervenir pour corriger en quelque sorte le code que vous avez modifié. Si vous avez besoin de clarification, donc vous pouvez ouvrir des issues, c'est-à-dire de poser des questions sur le repository lui-même, et comme ça on pourra développer et améliorer l'application, parce que ça peut être un système d'examen, par exemple un jour, pourquoi pas. On peut par exemple avoir un système d'examen qui est un QCM, une application de ce genre-là, et les étudiants peuvent entrer sur l'application et remplir les réponses et avoir leurs notes en toute transparence instantanément une fois les étudiants finissent l'examen. Donc, on peut par exemple, au lieu d'avoir une seule question, avoir plusieurs, et l'utilisateur, par exemple, il passe de chaque étape à une nouvelle question. Donc, on peut rendre ou plutôt enrichir l'application davantage. Mais là, j'ai juste mis le strict minimum nécessaire. C'est juste pour vous initier. Euh, j'ai essayé de vous éviter la complexité parce que normalement, on n'a pas beaucoup de temps devant nous. Et donc, si vous avez besoin de questions, je le réitère, vous pouvez me laisser des tickets sur le repository GitHub, sinon sur la section commentaires de YouTube. Donc, et je vous remercie.